Bonjour à tous les voyageurs et bienvenue dans ce deuxième numéro de Lumière Sûre, consacré cette fois-ci à l'épisode de Comment c'était avant sur l'éclairage public, que je vous invite d'ailleurs à aller regarder juste après cette vidéo pour apprendre plein d'anecdotes sur le sujet, vous allez voir, c'est passionnant. Beaucoup de personnes ont participé à l'essor de l'éclairage public, mais je voulais vous parler de 3 d'entre elles particulièrement, et comme pour le bonus numéro 1, je voulais rester sur le nombre de 3 personnages dont le choix est totalement basé sur l'intérêt qu'ils ont suscité chez moi. Bien entendu, vous pouvez approfondir vos recherches sur d'autres personnalités qui vous auront marqué. Certains noms vous seront familiers, d'autres un petit peu moins, mais surtout un qui aura un lien entre l'épisode 1 et 2, mais je vous en dis pas plus, allez c'est parti. La première personnalité dont je voulais vous parler aujourd'hui, et dont vous connaissez très certainement le nom, c'est Jean-Baptiste Colbert. On a pu évoquer son implication pour l'entretien et le développement des routes et infrastructures françaises dans le premier épisode de Comment c'était avant, mais il aura également contribué à la généralisation de l'éclairage public. Un peu touche-à-tout dans le milieu des affaires et de la gestion, il restera comme le ministre le plus remarquable de Louis XIV et se verra attribuer quasiment toutes les fonctions d'État. Jean-Baptiste Colbert naît le 29 août 1619 à Reims en pleine guerre de 30 ans. Il est issu d'une famille bourgeoise de riches marchands et banquiers, renommés dont l'influence s'étend sur tout le quart nord-est de la France, mais également à Paris et à Lyon. Son enfance est mal connue et on suppose qu'il a fait ses études auprès des jésuites. En 1634, il sera envoyé à Lyon pour faire son apprentissage chez Mascrani, un banquier reconnu, où il apprendra les bases du commerce et de la gestion financière. Puis il partira sur Paris pour travailler dans une étude notariale auprès d'un procureur du Châtelet où il apprendra les notions et les bases juridiques. De ce fait, il développera de nombreuses compétences en commerce, en finance et en droit, de quoi devenir un parfait gestionnaire. Il débuta sa carrière politique en 1640 quand il rentre au service de son cousin Jean-Baptiste Colbert de Saint-Ponge, alors premier commis du département de la Guerre sous Louis XIII. Un deuxième Jean-Baptiste Colbert. Ils n'avaient pas l'originalité qu'on connaît maintenant sur les prénoms à l'époque. Bon, heureusement que les titres pouvaient les différencier parce que sinon on se mélangeait vite les pinceaux. Il nommera d'ailleurs un de ses fils Jean-Baptiste Colbert qui sera un homme politique également, mais passons. Après avoir quelque peu exercé auprès de son cousin homonyme, son père décide de lui acheter la charge de commissaire ordinaire des guerres. Cette fonction administrative d'intendance, de logistique et de comptabilité militaire lui permettra d'inspecter régulièrement les troupes, composées majoritairement de personnes issues de la noblesse, ce qui lui fera acquérir une certaine notoriété auprès de cette classe sociale et qui lui sera très utile par la suite. Sa carrière va réellement décoller lorsque son cousin le recommandera à Michel Letellier, alors secrétaire d'État à la guerre, c'est le père du célèbre futur ministre de Louis XIV, le marquis de Louvois, qui l'engage comme secrétaire privé. Ce dernier finira par le présenter au cardinal Mazarin en 1651 et qui lui confiera la gestion de sa fortune, qui se trouve à l'époque être une des plus importantes du royaume de France. Comme quoi, il faut toujours soigner ses relations professionnelles. Il restera pendant 10 ans au service du cardinal, jusqu'à son décès en 1661. Ce poste lui aura permis de montrer ses talents d'excellent gestionnaire de patrimoine, mais aussi de se familiariser avec le fonctionnement des finances royales. Peu de temps avant sa mort, le 9 mars 1661, le cardinal Mazarin recommandera à Louis XIV son protégé en ces termes « Sire, je dois tout à votre majesté, mais je m'acquitte de ma dette en lui présentant Colbert. » C'est dire tout le respect qu'il avait pour son talentueux gestionnaire. Il se trouve qu'il tape dans l'œil du roi Soleil. Ils partagent tous les deux ce même acharnement au travail, cette même volonté de faire de la France la plus grande puissance européenne et ce même amour pour l'administration ordonnée. Seulement, il a un petit caillou dans sa chaussure qui se nomme Nicolas Fouquet, alors surintendant des finances et un proche conseiller du roi. En clair, il peut pas vraiment le voir en peinture. Ce dernier est issu d'une famille fortunée, mais il réussira à bâtir un empire depuis sa prise de fonction auprès du roi. Il s'avère pas être un fin gestionnaire et il sera éclaboussé de près ou de loin, à cause de son grand réseau de clientèle, par plusieurs affaires dont la tentative d'assassinat de Louis XIV à Calais le 29 juin 1658, ainsi que l'affaire des poisons.
Le cardinal Mazarin et Colbert ne voyaient pas sa présence aux côtés du roi d'un bon œil, et ils lui conseilleront de s'en méfier, si bien que Louis XIV ordonnera à d'Artagnan d'arrêter Fouquet à Nantes le 5 septembre 1661. Après 3 ans d'audience, Fouquet sera reconnu coupable de péculat et condamné à la confiscation de ses biens, ainsi qu'au bannissement du royaume. Mais c'est un verdict qui ne plaisait pas trop à Louis XIV et du coup il changea sa peine en internement à la forteresse de Pignerol où il décédera le 23 mars 1680. Une fois la place libre, Colbert fut nommé membre du flambant neuf Conseil royal des finances qui sera présidé par le roi. C'est à partir de ce moment-là qu'il jouera un rôle prépondérant dans les grandes réformes que connaîtra la France à l'époque. Lorsqu'il accède à la fonction, les caisses sont vides à cause des dépenses excessives, en grande partie pour la guerre, mais aussi à cause de la mauvaise gestion de son prédécesseur. Il prendra le problème à bras-le-corps et décidera de réorganiser le système fiscal. Il va améliorer le rendement de l'impôt comme en 1680 lorsqu'il crée la ferme générale, simplifier la comptabilité et dicter de grandes ordonnances mais aussi s'efforcer de chasser les faux nobles et les fausses exemptions fiscales. Il comptera aussi sur le commerce pour redresser les comptes, privilégiant l'exportation à l'importation, bénéficiant ainsi des taxes de douane. Il créera des manufactures royales comme celle de Saint-Gobain, qui fabriquera les miroirs de la fameuse Galerie des Glaces à Versailles, ou permettant à certaines d'être subventionnées par l'État comme celle des Gobelins par exemple. Elles attireront des savoir-faire étrangers et notamment d'Italie qui feront la renommée de la France. Le commerce extérieur n'est pas en reste avec la fondation d'une compagnie pour le commerce des Indes orientales et la création de comptoirs commerciaux à Pondichéry en 1674 et à Chandernagor en 1685, ainsi que l'établissement d'une colonie à l'embouchure du Mississippi qui deviendra un peu plus tard la Louisiane. Il protégera également les arts et les lettres en fondant l'Académie des inscriptions et belles-lettres en 1663, l'Académie de peinture et de sculpture en 1664, l'Académie royale des sciences de Paris en 1666, l'Observatoire de Paris en 1667, l'Académie royale de musique en 1669 et enfin l'Académie d'architecture en 1671. Il ne délaissera pas non plus le développement des infrastructures en France en faisant aménager de nombreuses places et jardins, notamment celui des Tuileries à Paris, mais aussi en créant plusieurs fonctions comme le commissaire des ponts et chaussées, mais aussi le lieutenant général de police de Paris. Durant toutes ces années de service, Colbert ne perdra jamais de vue qu'il n'est qu'un conseiller privilégié du roi, ne nourrissant aucune ambition plus haute qu'il ne pourrait accéder, s'efforçant toujours d'œuvrer pour la grandeur de son pays. Cet acharné de travail, exerçant ses responsabilités jusqu'au dernier jour, malgré une certaine perte de grâce dans ces dernières années, s'éteindra le 6 septembre 1683 en ayant refusé de voir le roi sur son lit de mort. Il aurait dit à ses proches « J'ai tout donné de moi au roi, qu'il me laisse au moins ma mort, et si j'avais fait pour Dieu tout ce que j'ai fait pour cet homme, je serais sauvé 10 fois. » La deuxième personne qui a participé à l'essor de l'éclairage public et dont j'avais envie de connaître un petit peu plus sa vie est Dominique François Bourgeois, parfois plus connu sous le nom de Bourgeois de Châteaublanc. Malheureusement, je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations à son sujet et pourtant il est à l'origine de l'invention des réverbères. Il aura permis à la société de l'époque de limiter les crimes perpétrés dès la nuit tombée en éclairant les rues des grandes villes de France. Du coup, je me suis dit que ça serait pas mal de le mettre un peu plus en lumière. Vous l'avez ? Dominique François Bourgeois naît le 18 novembre 1697 à Châtelleblanc, dans le Doubs. Alors il y a 2 hypothèses concernant sa famille, l'une d'elles veut qu'il soit issu d'une famille pauvre, incapable de lui payer une éducation et qui le laissera sans savoir lire et écrire durant toute sa jeunesse. L'autre hypothèse, c'est qu'il n'y a pas de preuve tangible de cette pauvreté, mais ce n'est pas la plus partagée. Toujours est-il qu'il sera envoyé chez un horloger pour faire son apprentissage, où il démontrera de sérieuses aptitudes pour la mécanique. Par la suite, il partira sur Paris pour travailler chez un serrurier. Il sera impliqué d'ailleurs dans la polémique autour de la paternité de l'invention du canard de Vaucanson. Cet automate, aussi appelé le canard digérant, est surprenant de réalisme pour l'époque. En effet, il simule la digestion et la défécation de la nourriture par un canard au mouvement réaliste. Cette invention sera plébiscitée par le public et fera la renommée de Vaucanson, qui organise même des tournées nationales et internationales pour le présenter aux curieux.
Sauf que Bourgeois, il clame en être l'inventeur. Vaucanson se plaint du comportement de Bourgeois qui cherche à rétablir la vérité et obtient la nomination d'un commissaire de la part de l'Académie des sciences pour enquêter sur ces allégations. L'un d'eux, Louis-Léon Pajot, déclara dans un certificat datant du 13 mai 1736 que l'auteur du canard mécanique est bien Bourgeois. Cela n'empêchera pas Vaucanson, appuyé par une bonne notoriété, de faire condamner Bourgeois à 2 ans de rétention pour calomnie à la prison du Petit Châtelet. Ce petit séjour derrière les barreaux ne va pas freiner sa créativité et son engouement pour la mécanique. Il préfère alors se consacrer à la recherche d'une invention qui sera d'utilité publique. Il se concentre sur l'éclairage des rues qui n'est pas le plus efficace à l'époque. Rappelez-vous, dans l'épisode de comment c'était avant l'éclairage public, on a vu qu'à cette période, l'éclairage était fait à l'aide de lanternes à bougies dont la luminosité était relativement faible. Il va alors perfectionner ce système en rajoutant à la lanterne des réflecteurs argentés qui permettront de décupler la lumière émise tout en changeant la méthode de production de cette lumière pour installer une mèche en coton en ciré plongée dans de l'huile que l'on fait brûler. Et là, le réverbère est né. Antoine de Sartine, alors lieutenant général de police de Paris, s'attache à améliorer les services de la capitale et notamment l'éclairage des rues. Il lance alors un concours en 1759 récompensé de 2000 livres à celui qui trouvera la meilleure manière d'éclairer Paris pendant la nuit en conciliant ensemble la clarté, l'économie et la facilité de service. Dominique François Bourgeois y voit alors la parfaite occasion de faire connaître son travail sur la lanterne et propose au lieutenant général de police ses services. L'Académie des sciences récompensera son travail et jugera notamment que la lanterne de Châteaublanc éclaire l'équivalent de 30 bougies. Le 30 mai 1769, un arrêt du Conseil du Roi lui décernera la concession de l'éclairage de la ville de Paris pour 20 ans. Malheureusement, n'étant pas assez riche pour supporter une telle charge, il sera obligé de s'associer à 2 entrepreneurs qui prendront le soin de lui voler ses découvertes, puis de l'évincer de son entreprise moyennant une maigre rente qu'il obtiendra après s'être plaint de ce qu'il subissait aux autorités. Ça fait quand même 2 fois qu'il se fait voler son invention, et on peut se demander s'il a pas la poisse au bout d'un moment quand même le bonhomme. Loin de le décourager une nouvelle fois, et là on peut franchement dire qu'il a la niaque, il continue de développer son invention. En 1773, il met au point un fanal, une sorte de grosse lanterne que l'on retrouve généralement à l'avant d'une locomotive ou derrière un navire, capable de résister au vent. Il mènera des expériences au sommet du Mont Valérien pendant les années 1774 et 1775, ce qui lui permettra de se faire remarquer par l'impératrice de Russie Catherine II. Elle demandera expressément ses services pour établir l'éclairage à l'entrée du port de Saint-Pétersbourg. Il terminera ce chantier en 1778 et cela sera sa dernière création. Il s'éteindra à Paris le 18 janvier 1781, presque aussi pauvre que lorsqu'il est arrivé dans la capitale, malgré la notoriété de plusieurs de ses inventions. Joseph Swann. Son nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant il sera à l'origine de l'une des inventions les plus brillantes de la fin du XIXe siècle, l'ampoule à incandescence. On attribue souvent la paternité de cette découverte à Thomas Edison, mais vous allez découvrir qu'il n'en est rien. Direction l'Angleterre pour découvrir ce physicien et chimiste à la barbe aussi longue que le Père Noël. Joseph Wilson Swann naît le 31 octobre 1828 à Pallion Hall, dans le Sunderland. Je n'ai pas trouvé d'informations sur son enfance et son éducation, si ce n'est qu'il a commencé à travailler comme apprenti dans une pharmacie, pour ensuite s'associer à son beau-frère John Mawson pour co-diriger une fabrique de produits chimiques à Newcastle upon Tyne. En 1850, il commence ses travaux sur la création d'une ampoule d'éclairage. Les premiers prototypes sont faits à partir d'un filament de papier carbonisé branché dans une ampoule de verre dont il a été fait le vide d'air. Au début, il s'avère que c'est plutôt un échec. Le vide d'air étant mal réalisé, la durée de vie du filament s'en trouve nettement réduite. Il s'efforcera d'améliorer le principe pendant 15 ans, convaincu de tenir une idée novatrice. Profitant de l'amélioration de la qualité des pompes à vide, il mettra au point une ampoule à incandescence fonctionnelle en 1875, bien qu'elle nécessitait encore quelques perfections. C'est en 1878, lors d'une démonstration, que son ampoule se mit à briller d'une lumière étincelante avant de se briser. Le verre ne résista pas à la chaleur dégagée.
Apportant encore et encore des améliorations, et notamment sur le filament, cela lui a permis d'obtenir une ampoule totalement fonctionnelle en 1879. À ce moment-là, deux hommes se font la course, Joseph Swan et Thomas Edison. Le premier parie sur le filament de charbon et le second sur le filament de platine. Swan possède une longueur d'avance sur son concurrent, le filament de platine finissant toujours par fondre. Sauf qu'Edison est un riche industriel, qu'il possède un réseau développé et a réussi à lever des fonds pour investir dans la recherche. N'arrivant pas à ses fins avec le filament de platine et devant l'impatience de la presse et du public, il finira par faire une démonstration en 1879 avec une lampe à incandescence à filament de charbon, identique à celui de Swan dont il a fait la démonstration quelques mois auparavant. Bien sûr, Joseph Swan n'a pas oublié de déposer le brevet pour son invention, datant de 1878, soit un an avant le brevet déposé par Thomas Edison. Ce qui permettra à ce dernier de remporter la paternité de l'invention dans l'histoire face à Swan, c'est l'utilisation de la fibre de bambou du Japon, lui permettant de renforcer le filament, faisant briller son ampoule jusqu'à 250 heures. Cela n'empêcha pas Joseph Swan de vendre ses ampoules à travers l'Angleterre, qui sont devenues rapidement un produit de luxe. Il équipa en premier sa propre maison, puis le premier bâtiment public au monde à être entièrement doté de l'éclairage électrique par ampoule à filament, le Savoy, théâtre situé dans le quartier de Westminster à Londres. Il équipe également la marine marchande avec le The City of Richmond et la Royal Navy avec le HMS Inflexible. Joseph Swan prendra la peine d'écrire à son concurrent en 1880. « J'ai connu un jour la mortification de vous trouver sur mes traces et dans quelques occasions en avance sur moi, mais maintenant je pense que je vous ai surpassé. Il me semble toutefois qu'il reste presque une infinité de détails à résoudre et que votre génie inventif aussi bien que le mien trouveront largement l'occasion de s'exercer dans ce travail gigantesque. » Pas tellement flatté par ses écrits, Edison attaquera Swan en justice pour contrefaçon, procès qu'il perdra d'ailleurs. Les deux hommes finissent par faire la paix et à unir leur génie en fondant l'entreprise Edison and Swan Electric Light Company Limited en 1883, basée à Londres, qui est une fusion entre leurs deux entreprises respectives. Joseph Swan s'intéresse aussi à la photographie en remarquant que la chaleur augmentait la sensibilité du bromure d'argent, ce qui lui permit de mettre au point des plaques sèches qui vont être une des bases de la démocratisation de la photographie de loisirs. Il fera breveter le papier de bromure, encore utilisé aujourd'hui en photographie noir et blanc. Il fera également breveter la méthode de contre-transfert, amélioration du procédé au charbon pour éviter le jaunissement des photographies. Il fut anobli en 1904 et décédera le 27 mai 1914 à Warlingham. Et nous voici arrivés à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que les personnages que j'ai choisis vous auront intéressé et vous auront donné envie de s'intéresser un petit peu plus à l'éclairage public. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, n'hésitez pas à aller voir l'épisode C'était comment avant l'éclairage public pour en découvrir beaucoup plus sur ce sujet. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer un épisode, lâchez un petit pouce bleu, ça me fera toujours plaisir, et d'ailleurs mettez-moi en commentaire quel personnage vous a le plus intéressé dans cette vidéo. Je vous mets ici mes réseaux sociaux sur lesquels vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et ça me fait énormément plaisir. Je mets également mon Tipeee, et quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur la chaîne Itinerantis Voyage dans l'Histoire.